Alors, donc, nous allons tenter d'établir la connexion avec notre estimé frère Djeuti Biong. Est-ce que le frère Djeuti, est-ce que tu m'entends? Très bien, Otep. Otep, mon frère. ITM Otep. Bienvenue dans l'appel à la famille. Ça va ou quoi? Très bien, et toi? Dis donc, c'est comment? C'est la fatigue? Je te sens, hein? Low Non, energy, là. Hein? c'est le ton naturel de ma voix. Ah, tu es vraiment Otep, Et quoi. certes monocorde, mais t'inquiète, il y a la chaleur dedans. Ok, super. Donc, alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour que les internautes puissent, ceux qui ne sauraient pas qui tu es, puissent voilà, prendre connaissance de qui est Djeuti Bion. Je suis Djeuti Bion. Mhm. À l'état civil, c'est Bion Joseph. Bon, j'ai pris le nom de Djeuti par rapport à la divinité créatrice des arts et de la science, patronne des scribes. Mhm. Djeuti, c'était aussi un nom commun, hein. C'était aussi un nom commun que beaucoup de personnes de famille ont porté à l'époque de Kémy ou Kémet. Et donc, pour moi, c'était une façon en prenant ce nom, c'était une façon non seulement de me réapproprier un second nom africain, Mhm. mais de m'approprier aussi l'énergie, cette énergie divine, cette énergie puissante qui favorise la créativité. Donc, c'est surtout pour cette raison, pour que l'énergie qui est contenue dans ce nom puisse m'envahir, m'inspirer et me rendre toujours plus créatif. Voilà. Donc, c'est Djeuti Bion, originaire du Cameroun Mhm. et qui est autodidacte en matière d'art. Voilà. Je suis auteur de Kemti, c'est-à-dire que c'est de la bande dessinée afro. Et depuis un certain nombre d'années maintenant, ben, je travaille à populariser et à faire connaître l'œuvre du grand savant historien Cheikh Anta Diop à Justement, partir comment, du Kemti. Ah, je te tutoie, hein, parce on se connaît depuis de longues années. Est-ce que tu peux raconter aux internautes justement comment tu en es arrivé à la découverte de ce grand homme dont nous célébrons le Cheikh Anta Diop Day, donc nous célébrons la journée aujourd'hui. Comment tu es parti de Djibouti, en tout cas Biong, le Camerounais, qui est devenu, qui a découvert Cheikh Anta? Est-ce que tu peux raconter cette histoire aux internautes? disons, la première fois que j'ai entendu ce nom, c'était par la bouche de mon oncle, un esprit, je vais dire, brillant. Mhm. C'était au Cameroun. Et bon, c'est resté dans un coin de ma tête. Mais c'est en France, avec une association à Bordeaux qui s'appelait la Commission Cheikh Anta Diop, Mhm. que j'ai réellement découvert les œuvres de du père de l'histoire africaine, hein, c'est-à-dire celui qui a rompu avec la façon d'enseigner l'histoire africaine par l'Occident, notamment la France. Et donc, c'est ma grande sœur qui m'avait amené, qui m'a fait découvrir cette commission. Et lorsque j'ai découvert les œuvres de Cheikh Anta Diop, ça a été pour moi un bouleversement total. Mhm. Et j'ai lu Nation Nègre et Culture comme un assoiffé, comme quelqu'un qui a eu soif pendant une longue traversée du désert et il a enfin découvert une source d'eau pure. Mhm. Et depuis, je n'ai plus cessé de le lire, de le relire et de le relire encore parce que euh, l'œuvre de Cheikh Anta Diop, c'est vraiment quelque chose de phénoménal. Je ne saurais pas expliquer cela, mais c'est bon, je ne saurais pas expliquer cela. Bon, je pense que dans la vie de tous les peuples, leur est arrivé à un moment donné après des longs siècles ou des longues décennies de servitude, ils réussissent d'une manière ou d'une autre à se libérer. Et moi, c'était ça. Cheikh Anta,
c'est la libération mentale, c'est la révélation du soir et de sa puissance créatrice à travers les œuvres que nos ancêtres ont pu réaliser dans le temps et à travers cela, ce dont nous sommes capables. Voilà. Donc, Cheikh Anta Diop, c'est... Et au-delà de l'œuvre elle-même, c'est le personnage qui est très, très attachant parce que, bon, il y a bien sûr la puissance intellectuelle, la puissance créatrice, mais les qualités de l'homme rend vraiment le rend honorable, je dirais même vénérable, parce que malgré tout son savoir, malgré le standing qu'il a pu connaître, enfin, à partir de son travail, l'homme est resté d'une grande simplicité et il était sa vertu morale, c'était un homme vertueux. Voilà. La simplicité, quand tu lis un peu la façon dont il se comportait avec, avec son peuple, le peuple du Sénégal, comment il abordait ou il se laissait aborder simplement par les gens, ça ne peut que t'attacher à l'homme, quoi. Aucune arrogance. Et si on ne te dit même pas que c'est un grand savant, je pense même pas que tu peux savoir. Hein. Mais je pense que c'est ça aussi les grands maîtres. Les grands maîtres, ils passent devant toi comme ça, tu ne sauras même pas que c'est un grand maître. Et par exemple, dans les arts martiaux, c'est ce qu'on dit, quoi. Tu vas passer comme inaperçu, mais c'est quand il va te regarder dans les yeux que tu vas savoir que tu es face à un personnage, hors du commun. Donc, Cheikh Anta Diop, c'est bon, je sais pas comme moi, c'est vraiment ma personnalité de référence. Au-delà de tous, même de Imhotep, mais au-delà de Imhotep, au-delà de Djéhouti Mensou, le grand conquérant, et de tous ceux qui ont pu bâtir ou réaliser des choses importantes dans notre histoire. Et Cheikh Anta Diop, je le mets au-dessus parce que ce que nous avons connu, nos ancêtres n'ont pas connu ça. Et donc, une personne comme Cheikh Anta Diop qui vient et qui nous libère, et en même temps, je pense, libère nos ancêtres de cette prison mentale dans laquelle, depuis des siècles, des esprits obscurs se sont attachés à nous maintenir. C'est vraiment fort. Hein. Je pense que dans l'histoire de l'humanité, c'est quelque chose de rare. Voilà. Donc, avec un frère, Nikombi Manfoumi, on a... Peux-tu parler plus fort? Je ne t'entends pas bien. Oui, allô, tu m'entends mieux là? Voilà, c'est bon. Oui, voilà. Je dis, c'est pour ça qu'avec un frère qui s'appelle Nikombi Manfoumi, justement, on était en train de mener une réflexion et donc on s'est dit, non, en fait, nous, on est la génération des Shamsou Diop, en fait. Voilà. C'est vraiment la façon de caractériser l'importance que ce monsieur a sur nos aînés, sur nous et sur la génération à venir, en fait. On a juste à suivre la voie qu'il a tracée et la renaissance africaine va se réaliser. Avant que vous arriviez à la présentation de le temps, avant que tu n'arrives à la présentation de ton travail, j'aimerais parce que moi, je t'ai connu à l'Institut Africamat. Donc, tu étais comme moi, élève à la génération, on va dire, dans les années 2005, 6, 7, 8, par là, on était tous les deux élèves à Africamat. Et non seulement tu étais élève dans cette école, mais en plus, tu étais un activiste, ok, c'est-à-dire sur le terrain. Là, j'ai mis une image de nous deux à La Haye pour la libération, pour soutenir le président Laurent Gbagbo. Je rappelle tout ça parce que les gens connaissent Djéhouti Biyong comme un producteur de Kemti, qui est une très bonne chose. J'aimerais que tu racontes aussi, brièvement bien sûr, aux internautes, justement, ce petit parcours-là, étudiant à Africamat, voilà, militant, voilà, par exemple, pour le combat de libération de Laurent Gbagbo.
juste vite fait, avant d'en arriver à la présentation de ton travail. Oui, en fait, bon, je ne sais pas si je dois vraiment me qualifier d'activiste ou de militant. Bon, c'est un terme, c'est les termes qu'on utilise actuellement, mais moi, je ne pense pas que je ne me considère pas comme un activiste, je ne me considère pas comme un militant, je me considère tout simplement comme un homme épris de justice et qui, comme tout être humain, avec tous ses sens et avec un peu de courage, lutte, disons, défend ses convictions, défend le sens qu'il a de la justice. Et donc, le fait que j'ai été, j'ai fréquenté pendant longtemps à l'Institut Africamat, ben, c'est juste en fait la continuité de ce parcours que certains d'entre nous, dont tu fais partie, ont continué de suivre afin de mieux nous former et surtout de nous structurer et puis en fait d'en savoir davantage sur nous-mêmes afin de donner le meilleur de nous-mêmes autour de nous et on va dire à partir au reste de l'humanité à partir de ce que nous faisons. Donc, non, en fait, c'est normal. Hein. Je ne sais même pas si on doit s'appeler activiste ou militant. Non, nous sommes des êtres humains et un peu comme et le réflexe de tout être humain qui se sent menacé, qui se sent en danger, c'est de se défendre. Et donc, on se défend, c'est tout. On se défend et il y a plusieurs manières de se défendre, dont nous, à partir de nos propres convictions, à travers ce que nous considérons, à partir de ce que nous considérons comme juste, on se défend. Mais pour se défendre, on va dire qu'il faut avoir les moyens pour. Et donc, je pense que l'un des premiers moyens pour savoir se défendre, c'est la connaissance, le savoir. Et si tu es ignorant, ben, face à des agressions, tu ne peux pas vraiment tu ne peux pas te défendre efficacement. Tu es dans la colère et la réaction. Et tandis que lorsque tu commences à magasiner le savoir, tu sais tu sais pourquoi on t'attaque et tu connais la personne en face qui t'agresse. Et donc, à partir de là, tu élabores une démarche, une méthode, une façon d'agir qui va faire que non seulement tu te défends efficacement, mais tu amènes l'autre aussi, tu le veuilles ou non, hein, à s'interroger, à revoir les bases sur lesquelles il s'est posé pour rendre ses attaques légitimes. Voilà. Et donc, c'est à partir de là, il faut maintenir cette position qui est celle de la justice, hein, parce que c'est vraiment au nom de la justice. L'Afrique, depuis sa rencontre avec les puissances coloniales, est rentrée dans une période que nous appelons Isfet, le chaos, parce que dans notre ordre africain, c'est Mahat, et le chaos, c'est Isfet. Donc, la colonisation nous a fait plonger dans le chaos. Et donc, et comme nos ancêtres à l'époque de l'Antiquité, prenons le cas de Kémi ou de Kémet, dès l'instant où il y avait une période d'anarchie, mais les princes héritiers, les populations qui étaient attachées à Mahat, on se battait. On se battait pour le rétablissement de Mahat. Et le rétablissement de Mahat était concrétisé, manifesté par la réunification de tout le pays. Et donc, nous, aujourd'hui, c'est la même chose. Nous nous basons sur la justice, nous nous basons sur les valeurs, sur nos valeurs, que malgré la colonisation, nos valeurs n'ont pas dépéri parce que c'est d'abord quelque chose d'immatériel. Et donc, nous nous posons dessus pour avancer, pour nous défendre. Et dès l'instant où nous savons qui nous sommes, dès l'instant où, en fait, quand on a conscience de ses valeurs et surtout de sa valeur, on ne se laisse plus faire. Voilà. Donc, en tout cas, voilà, donc c'est pour cette raison que j'ai continué à fréquenter Africamat. Mais avant, j'avais fréquenté l'ancêtre de tous, c'est-à-dire l'Institut Kepera,
puisque l'Institut Keppera existait avant Africamat. Donc, on a continué après avec Africamat. Et après, bon, par rapport au président Gbagbo Laurent, bon, nous nous inscrivons tous dans une même démarche, celui du rétablissement de la justice. La justice, bon, elle est diverse et variée, hein, c'est-à-dire que suivant les cultures, les vécus, l'expérience, je pense que peut-être qu'on ne la définit pas de la même manière. Parce que pour nous, maths, c'est ordre, équilibre, harmonie. Donc, c'est tout ce que nous voulons. Nous voulons retrouver l'équilibre, l'ordre et l'harmonie qui garantit le bonheur. Parce que maths, c'est ça. Au fond, c'est le bonheur. Mais sans ordre, sans harmonie, sans équilibre, il n'y a pas de bonheur. Donc, nous avons vu en ce chef d'État, ouais, parce que Gbagbo Laurent, c'est un véritable chef d'État. Voilà, comme lui dit lui-même, être chef, ce n'est pas seulement le trône, c'est pas le trône, c'est une manière d'être, une manière de se comporter. Et Gbagbo Laurent, je m'excuse auprès du président même d'appeler comme ça, mais c'est pour mieux faire vibrer son nom, parce que le président, bon, une fois on est président après, mais lui, il a l'âme d'un chef d'État. Voilà, et il incarne toutes nos aspirations, notre soif de justice, notre soif d'une Afrique qui jouit de ses richesses, qui jouit de ses droits, qui vit selon son code, selon son ordre, selon ses lois, selon ses valeurs. Et c'est tout cela, pour toutes ces raisons que moi, personnellement, j'ai suivi le président Gbagbo et que, bon, j'ai fait à mon niveau, j'ai soutenu à mon niveau et son acquittement définitif hier, je pense que tout comme toi, nous a rendus très, très heureux. Et nous savons que malgré l'illusion du pouvoir actuel d'Abidjan, la Côte d'Ivoire va retrouver le bonheur et tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire vont retrouver le vivre ensemble plus que jamais parce qu'ils ont tous vu ce qu'ils étaient avec Laurent Gbagbo et ils ont tous vu ce qu'ils sont devenus sans Laurent Gbagbo. Donc pour eux, je pense que peut-être que le président ne pouvait même pas faire ce qui a été fait lorsqu'il n'était plus là. Donc ça a montré, ça a mis en relief toute la valeur de l'homme et que dorénavant, les fils et filles de Côte d'Ivoire seront plus que jamais solidaires d'un projet, d'une Côte d'Ivoire prospère, solide et qui va de l'avant dans le concert des nations et avec tout le reste du continent et même du reste du monde qui veut autre chose que l'hégémonie d'un peuple en particulier. Voilà, c'est les raisons pour lesquelles moi je suis avec le président Gbagbo. On ne l'a pas été avec Lumumba parce qu'on n'existait pas. On n'a pas été avec Steve Biko. On n'a pas été avec Oumniobé. Bref, tous nos martyrs qui ont versé leur sang pour que nous soyons là aujourd'hui, pour que toi et moi, nous puissions causer. On n'était pas là, mais pour le président Gbagbo, c'est bon, quoi. On ne pouvait pas ne pas louper le coche, non. On ne pouvait pas. Il fallait qu'on soit là. Et donc, à notre modeste niveau, on a posé notre acte, quoi. Voilà. Mon frère, vraiment, ça fait plaisir parce que, évidemment, j'ai un nombre incalculable d'images de nous deux dans les mouvements activistes. Mais si j'ai mis celle-là, c'est justement pour commémorer cette actualité, pour montrer déjà que Djeuti Biyong, ce n'est pas seulement un producteur de Kenti, c'est aussi quelqu'un qui est vigilant, qui suit l'actualité, qui suit l'évolution de la situation sociopolitique africaine. Et que donc, si j'ai mis cette photo, justement, c'est une façon pour moi de célébrer justement cet événement très important qui est la libération définitive, c'est-à-dire le rejet de l'appel de Fatou Bensouda, de la sœur égarée, la grande sœur égarée Fatou Bensouda. Voilà, donc défaite totale de son équipe, tous les impérialistes qui ont voulu faire du mal à Charles Blé Goudé et à Laurent Gbagbo. Et que voilà. Bref,
Ce n'est pas le sujet du jour. On va maintenant en venir à la présentation donc, de Kempty. Alors, avant justement de faire cette présentation de Kempty, euh, j'aimerais poser une petite question que tu expliques un peu aux téléspectateurs, justement. Tu es sur la chaîne qui s'appelle Medoutit TV. OK? Medoutit TV, ça veut dire, Medoutit, ça veut dire la parole de l'image. Donc, l'image, c'est titre. Medou, c'est la parole, les paroles. Voilà. Parce qu'on a créé cette chaîne en se disant qu'on vit dans une ère où c'est le JPEG, le GIF, le GIF animé, la vidéo, c'est TikTok, c'est l'image en fait qui parle. Et qu'on doit comprendre ce langage de l'image en fait. Hein, si on veut vraiment parler aux générations qui vont nous suivre après. Donc, c'est cette réflexion-là qui a mené à la création de cette chaîne, en tout cas du nom de Medoutit TV. Donc, j'aimerais que tu expliques aux internautes, alors, c'est quoi l'image? C'est titre ou c'est ti? Parce que Kempty, ça veut dire image noire. C'est ti ou titre? Pour ceux qui sont un peu familiers avec les médules-terres. Est-ce que tu peux expliquer justement aux internautes cette subtilité-là? Non, mais Kempty, c'est bon, tout le monde, je pense que c'est plus ou moins ce que ça veut dire, comme c'est noir. Et Ti, en fait, il y avait trois vocables. Il y avait toute, qui veut dire toute, il y a tit, et puis il y a Ti avec T-Y. C'est en fouillant dans les différents ouvrages que j'ai trouvé on va dire, trois orthographes. Et bon, j'avais essayé Kemptout, ça ne sonnait pas trop bien. Et c'est une question de sonorité, de son, de musicalité, je dirais même. Donc, j'ai essayé Kemptit. Bon, j'ai trouvé que ça ne sonnait pas bien non plus. Et j'ai essayé avec Kempty. Et là, j'ai vu que ça accrochait mieux. C'était court. Et musicalement parlant, c'était beaucoup plus... Je ne sais pas si je dois dire mélodieux, mais c'était beaucoup plus chatouilleux à l'oreille, si je puis dire. Donc, j'ai plutôt retenu ces termes. Kempty, en fait, Ti, comme tu viens de le dire, qui renvoie à image. Donc, comme je dis, il y a tout, comme tout en commun, il y a tit, mais il y a également Ti. Il y a également T-Y. Voilà ce que je ne vais pas me permettre de faire des fantaisies, hein, comme parfois on peut en voir. Et avant tout choix, je me réfère à nos spécialistes. Tout à fait. Et c'est à partir de leurs références, de leurs travaux que je fais des choix. Donc, Ti veut dire image et Kem veut dire noir. Et donc, pour moi, en choisissant le terme Kempty, c'était une façon de non seulement de renvoyer à l'origine, à partir de pour Kem. En fait, Kem renvoie à l'origine de ce style, de notre style en nous, dans ce monde qu'on appelle le roman graphique. Et Ti, c'est image. Donc, image noire, ça renvoie à la civilisation afro, à la civilisation noire, dans son unité, dans sa diversité. Parce que quand on dit manga, ça nous renvoie à la nation japonaise. Quand on dit comics, ça renvoie aux anglo-saxons, c'est culturel, c'est civilisationnel. Donc, les noms, c'est important. Hein. Quand on dit Toyota, quand on dit que Toyota, on ne va pas penser que Toyota, c'est la France. Non. Toyota, c'est le Japon. Voilà. Comme on sait qu'aujourd'hui, Huawei, tout le monde qui sait que Huawei, c'est chinois. Bon, peut-être qu'ils ont aussi, parmi leurs noms, il y a des noms qui sont une sonorité anglo-saxonne. Ça, c'est pour la stratégie marketing. Bon, moi, je me devais de marquer le coup, comme tout le monde le fait, hein, parce que bon, le genre roman graphique aujourd'hui, c'est un genre qui a pris pied et qui est aussi bien considéré que les autres genres littéraires. Et il fallait que nous, les Noirs, enfin, en tout cas, mon choix, c'était ma pensée à moi, de faire savoir que bon, nous existons et à travers ce Kempty, ben, nous existons. Voilà, tout simplement ça.
super. Donc, Kempty, c'est comme BD pour les franco-belges, comics pour les anglo-saxons, manga pour les japonais, tout D'accord. simplement. Après, maintenant, suivant les talents, les personnalités des auteurs, euh, on va avoir des styles différents. Mhm. Voilà. OK. Alors, sans plus tarder, donc, je te laisse la parole pour présenter ton œuvre aux internautes. Et puis, bon, bah, au besoin, je pourrai intervenir de temps en temps, des questions ou questions. Ou, voilà. En tout cas, comme on dit en anglais, the floor is yours, comme on dit au Nord Cameroun. D'accord. OK. Bon, je commence d'abord par Sundiata. Mm. Donc, Sundiata, la bataille de Kirinan, c'est une célèbre bataille qui a eu lieu en 1235 de l'ère chrétienne. Hein. Mm. Et donc, nous sommes en pleine mandé, en plein pays mandé. Sundiata qui revient du Ghana, de Mhm. l'Empire du Ghana, dont la capitale était Nima à l'époque, puisque bon, le Ghana avait déjà perdu sa splendeur. Donc, il revient de Nima où il s'était réfugié. Et parce qu'il y a les notables du Mandé qui font appel à lui, parce que bon, Soumaoro Kanté, il est chauffe. Donc, Justement, délimite là, un peu l'empire du Ghana, qu'il n'y ait pas confusion avec le Ghana actuel. non, l'Empire du Ghana, c'est Kwame Nkrumah. Je pense que c'est en hommage à ce grand empire africain qu'il a appelé l'ancienne Gold Coast, qui est un nom horrible colonial, qu'il a appelé son pays Ghana. Mhm. Et on voit que c'est un monsieur qui a le sens des symboles, le sens de l'histoire. Hein. Mhm. Mhm. Mais bon, sinon, l'Empire du Ghana, c'est le nord, le nord, depuis le nord de la Mauritanie jusqu'à une partie du Mali, du Mhm. Sénégal. Euh, C'était un immense empire, l'un des plus grands de l'Afrique du monde. Hein. Tout Et à fait. d'ailleurs, c'est sur cet empire que l'empire du Mali prendra ses frontières et à partir de l'empire du Ghana et qu'elle va étendre avant que l'empire Songhai à son tour étende encore cet empire et il en fait les frontières encore beaucoup plus loin. En Afrique de l'Ouest, l'empire Songhai, et c'est le plus gigantesque empire, en tout cas que l'homme ait bâti, quoi. Voilà. Mhm. Donc, l'empire du Mali, depuis la Mauritanie Mhm. jusqu'en Côte d'Ivoire, C'est ça qu'il faut préciser. Sénégal, jusqu'à l'océan Atlantique. Voilà. Donc, c'est l'empire du Mali, c'est toute l'Europe occidentale. Très important parce qu'aujourd'hui, il y a cette, on va dire, ce micronationalisme qui génère beaucoup, on va dire, de racisme dans les différents, alors on va dire, les Maliens. L'empire du Mali, c'est le Mali, ok? C'est pas la Côte d'Ivoire. Bah, du coup, les Ivoiriens, les Maliens, bon, il y a un petit bisou là-dedans. C'est très important de bien préciser les contours de tous ces empires-là. D'ailleurs, le Ghana, c'est l'empire de Ouagadougou. Euh, Tout à fait. Là, du coup, pour que celui qui habite au Mali aujourd'hui, quand il entend parler de l'empire du Ghana, il ne pense pas que c'est chez Kwame Nkrumah. Ce n'est pas moi. Vous voyez? Donc, c'est vraiment important de bien délimiter justement où se trouvait cet empire-là et que ces empires-là, ces empires-là, les autres n'étant que l'évolution du tout premier, ces empires-là, justement, regroupent plusieurs nationalités, dites nationalités d'aujourd'hui, en fait. Et que c'est vraiment, et c'était déjà fédéral. C'était déjà fédéral. Donc, Oui, mais pardon, je vous laisse, je te laisse. d'accord. Donc, en fait, la bataille de Kirina est présentée dans l'histoire comme une bataille de libération nationale, hein, parce que c'est justement après la défaite lors de cette bataille que Sundiata Keita va vaincre définitivement. Enfin, c'est lors de cette bataille que Sundiata Keita va vaincre définitivement Soumaoro Kanté parce qu'il avait subi des revers auparavant. Et de là, il va commencer à édifier le puissant empire du Mali avec ses successeurs qui vont étendre cet empire. Donc ici, je parle uniquement de la célèbre bataille de Kirna. Et à travers ce Kempty, on découvre les tenues militaires d'époque. Hein. Et pour faire ce travail, je me suis renseigné auprès de Afrique noire précoloniale où Cheikh Anta Diop, justement, accorde un chapitre entier à l'équipement militaire de l'époque. Il y a aussi d'autres ouvrages que j'ai fouillés pour
illustrer les tenues militaires, les tenues des guerriers d'époque. Voilà, ça c'est pour Sundiata, la bataille de Kirina. Alors, après la bataille de Kirina, il y a eu, j'ai fait Isis et Osiris, dont le premier chapitre est Zep-Tepi. Alors, ce petit livre est une introduction à la spiritualité africaine avec ce qu'il y a de cosmogonie, de valeurs morales, de la vision que nos ancêtres avaient de l'au-delà. Et surtout, il y a l'aspect des valeurs morales, c'est-à-dire comment accéder dans l'au-delà, c'est-à-dire à travers les valeurs. Il y a un certain nombre de valeurs qu'il faut respecter, qu'il faut pratiquer si on veut espérer accéder à la Menti ou à la Rour, ce qu'on appelle le paradis, le jardin des bienheureux. Voilà. Donc, à travers ce petit ouvrage que je présente la cosmogonie, comment nos ancêtres ont pensé l'existence, comment l'existence ont vint au monde et pourquoi les êtres humains sont sur Terre et qu'est-ce qu'ils font sur Terre et qu'est-ce qu'ils doivent faire pour pouvoir accéder au pays des bienheureux. Des bienheureux, pardon. Voilà. Donc, après Isis et Osiris, j'ai fait une trilogie sur l'histoire ancienne de l'Afrique, notamment toujours à partir des travaux de Cheikh Anta, hein, parce que c'était un rêve que j'avais depuis longtemps, depuis que j'ai commencé à lire ses ouvrages. Donc, j'ai commencé avec Kama, il était une fois en Afrique. Kama, qui pour nous, la plupart d'entre nous aujourd'hui, désigne le nom du continent africain. Donc, ici, je raconte les origines de l'espèce humaine, nommé le mot sapiens sapiens, c'est-à-dire où est-ce qu'il est né, dans quelle région en particulier en Afrique il est né, et comment il va se répartir dans le reste du monde. Mais avant ça, pourquoi il y a différents types de phénotypes, c'est-à-dire pourquoi il y a des noirs, pourquoi nous sommes noirs avec nos différents aspects physiques, pourquoi il y a des blancs, pourquoi il y a des jaunes, bref, pourquoi il y a cette diversité humaine. Donc, j'ai tenu à le faire pour donner des réponses non seulement au grand public, mais surtout aux jeunes gens, et surtout les nôtres qui subissent parfois des a priori par rapport à leur apparence, afin qu'ils savent pourquoi ils sont ce qu'ils sont, pourquoi leurs camarades en face sont ce qu'ils sont, voilà, et qu'il n'y ait plus aucun complexe par rapport à leur apparence physique, parce que c'est juste, comme dit le professeur Cheikh Anta Diop, c'est le hasard de la géographie. On n'a pas à se glorifier parce qu'on est noir, on est blanc ou on est jaune. Donc, on peut se glorifier de sa culture parce que c'est nous qui sommes à l'origine de ça. Mais pour ce qui est de notre aspect physique, c'est pas nous, quoi. Il n'y a aucune glorification à cela. Donc, après, je suis passé par le deuxième volume de la trilogie, pardon, Kamtiou. Kamtiou, ça veut dire noir et en ancien égyptien. Donc, pour marquer que je parle de l'Afrique dont j'ai mis, il était une fois les Africains, parce que, bon, africain, c'est un vocable qui n'est contenu dans aucune langue africaine. Donc, c'est pourquoi j'ai appelé l'album Kamtiou. Donc, ici, j'aborde justement l'aspect culturel de ce que nous sommes. Qui sommes-nous sur le plan culturel? Et pour cet ouvrage-là, je me suis beaucoup appuyé sur l'unité culturelle de l'Afrique noire de Cheikh Anta Diop. C'est un ouvrage très, très, très costaud. Donc, c'est vraiment sur le plan intellectuel, c'est ça qui m'a pris le plus d'énergie, parce qu'il m'a fallu vraiment bien, bien réfléchir, lire et relire pour comprendre ce que je lis et pour le transmettre le plus fidèlement possible. Donc, à travers ce petit ouvrage-là, je présente le matriarcat, je présente les valeurs que nos ancêtres ont chéries, je présente le totémisme, bref, tout ce qui fait ce que nous sommes sur le plan culturel, sur le plan psychologique. Donc, c'est un ouvrage à partir duquel les enfants, le grand public aura une idée de ce qu'est l'Africain sur le plan culturel. Qui sommes-nous sur le plan culturel? Donc, le premier ouvrage, Kama, concerne la préhistoire. Le deuxième que je viens de présenter, Kamtiou, c'est plus la période qu'on appelle le néolithique aujourd'hui, c'est-à-dire le nouvel âge de la pierre, où justement les hommes commencent à s'organiser, où il y a l'apparition de l'agriculture à partir du 11e ou 10e millénaire, je crois, avant l'ère chrétienne. Et ça, c'est le dernier livre de la trilogie, Iteru. Iteru, il faut savoir que Iteru, c'est le Nil. Hein. Voilà, Iteru, dans notre langue, dans l'ancien égyptien, l'égyptien pharaonique, c'est le Nil. Voilà, le Nil, ce n'est pas un nom africain, mais c'est Iteru. Donc, j'ai voulu... Iteru, le Nil tient une place prépondérante dans notre civilisation parce que
C'était le principal cours de navigation. Et c'est le cours que nos ancêtres ont suivi lorsqu'ils vont quitter la région des Grands Lacs pour justement bâtir d'autres civilisations. Donc, l'une des premières fut dans la vallée du Nil, fut en tout cas la Nubie. Et suite à la Nubie, il va y avoir l'Égypte. La Nubie, c'est-à-dire plus précisément la région qu'on appelle Tassétie, puisqu'on paraît que c'est à partir de Tassétie qu'il va y avoir une partie, la partie nord va être devenir Kémet et la partie sud va devenir ce qu'on appelle la Nubie, le Soudan, parce que Tassétie, ça a été sorte de le centre à partir duquel vont s'ériger les autres civilisations. Donc, à travers Iterou, il était une fois les enfants du Nil. Les enfants du Nil, parce qu'en fait, la vallée du Nil est le berceau de notre unité culturelle. Et c'est de là aussi que vont partir la majorité des Africains qui étaient agglomérés à cause justement non seulement de la prospérité de l'Égypte, mais du cours du Nil qui permettait une navigation facile. Donc, lorsque l'Égypte va connaître le déclin et que les étrangers vont l'occuper, nos ancêtres, dans leur majorité, vont irradier vers le reste du continent pour peupler pour créer d'autres civilisations. Voilà. Donc, ici, je présente ces deux civilisations, la Nubie, l'Égypte, l'apport de ces civilisations, notamment l'Égypte antique, à l'humanité à travers l'invention des mathématiques, l'astronomie, la géométrie, l'architecture, etc. Bref, tout ce que les Africains ont connu, ont apporté au reste du monde, mais que nous-mêmes nous ignorons et que le reste du monde ignore qu'on l'a apporté. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai tenu à présenter ici. En plus du fait que les ancêtres des Africains, en fait, ont habité pendant longtemps un même espace. Ce qui est à l'origine de notre unité culturelle, de notre unité psychologique. Voilà. On fait les mêmes choses que nous soyons au nord, au sud, à l'est ou à l'est, non pas parce que nous sommes noirs, mais parce que nos ancêtres ont habité un même lieu, la vallée du Nil, pendant des millénaires et des millénaires. Voilà, je termine par un hommage à Cheikh Anta Diop dans ce bouquin en le présentant comme celui grâce à qui nous avons découvert notre véritable histoire. Voilà. Et là, je termine avec Kandaka. Donc, Kandaka, c'est mon tout dernier. C'est en 2 volumes. Le premier volume, c'est Si César veut la guerre, ou plutôt, on va dire, Kandaka est la reine nubienne qui a défié Rome. Voilà. Parce que dans l'Antiquité, bon, les Romains, je pense que vers moins 45 avant l'ère chrétienne, César va défaire l'Égypte. Après, il y a son fils, son neveu, Octave, qui va devenir César Auguste, qui va occuper l'Égypte à son tour. Et Auguste va ambitionner d'envahir, d'occuper la Nubie pour prendre ses richesses. Mais depuis 300 ans maintenant, bon, depuis en tout cas un certain, depuis moins 250, en tout cas par là, avant Jésus-Christ, c'est les femmes qui gouvernaient la Nubie. Voilà. Elles étaient reines et chefs de gouvernement et chefs d'armée. Donc, lorsque César, tous les légions romaines vont poser le pied sur la terre de nos ancêtres de Tassétie, de Nubie, dont la capitale était Moroé, et Kandaka, Amani Chaketo va lever ses troupes, elle va en prendre la tête et elle va combattre les Romains. Elle perdra un œil au combat, mais ça va la galvaniser. Et par son courage va galvaniser à son tour ses troupes et ils vont terrasser le Rome, quoi. Ils vont terrasser Rome et Rome va accéder à toutes les requêtes, sans exception, de la reine Kandaka. C'est-à-dire qu'elle va envoyer une ambassade à César Auguste et César va accéder à toutes ces requêtes. Et il faut savoir que César, Rome avait notamment occupé Assouan, et que les Nubiens considèrent comme un territoire sacré. Voilà, Assouan, dans la langue pharaonique qu'on appelle Sounou, d'où viennent d'ailleurs les Soninké. Donc, lorsque ils vont occuper Assouan, ils vont ériger dans le temple d'Isis, une statue à César, puisqu'il était devenu un dieu. Donc, les Nubiens vont attaquer les légions romaines une première fois, ils vont décapiter la statue en bronze de César, ils vont ramener dans leur pays, ils vont enterrer ça au seuil du palais, si bien que tout Nubien qui marchait pour entrer dans le palais piétinait symboliquement César. Et donc, il y a un historien qui dit que
un tel acte était considéré comme un sacrilège par les Romains et cela se réglait par le massacre, par le sang. Mais lorsque les Nubiens vont terrasser les Romains ne vont même pas demander qu'on leur redonne la tête de leur dieu décapité. C'est voir la crainte un Afro, en tout cas, ne voulait plus combattre de nouveau les Nubiens. Ce qui est clair. Donc, ils ont accédé Donc, c'est quelque chose de formidable. Hein. Mais malheureusement, bon, cette reine n'est pas suffisamment connue. Bon, on comprend aussi pourquoi. Hein. Même si dans l'Antiquité, les Romains, quelles que soient les reproches qui leur ont été faites, ils ont été stupéfaits et ils ont été admiratifs face au courage de cette femme parce qu'ils n'étaient pas habitués des femmes à voir des femmes gouverner de puissants empires et surtout commander des armées, être des généraux, des générales, bref. Et donc, je tenais à rendre hommage à cette femme et à travers elle à toutes les femmes africaines hein, et même toutes les femmes d'une manière générale rendre leur courage parce que les femmes ont pris une grande importance dans l'histoire de l'humanité et malheureusement on ne les met pas toujours en avant et sans elles je pense que nous n'aurons pas atteint un certain niveau de vie que nous connaissons plus ou moins aujourd'hui et donc Amani Tchaketo, j'espère qu'un jour les Africains, nous aurons le courage de diriger des statues grandeur nature ou même de plusieurs mètres de hauteur, notamment à l'une de ses plus grandes représentantes, Amani Tchaketo, grâce à qui l'Afrique n'a pas été colonisée par Rome, il faut le savoir. Voilà, donc il y a un deuxième volume bon, qui n'est pas encore publié, mais qui est déjà prêt. Voilà un peu pour mon travail de vulgarisation, de popularisation de l'histoire africaine. Je ne sais pas si tu as fini, je ne sais pas si tu as au bout de ta... C'est bon, il y a un dernier, malheureusement, je n'ai pas un ouvrage, un exemplaire, puisque c'est totalement épuisé. Il s'agit de Tchaka. Je présente l'enfance de l'empereur Zoulou. Il a une enfance très, très rude, mais qui a forgé son caractère indomptable. Le titre, c'est Tchaka, l'enfance d'un roi. Okay. Bon, je ne l'ai pas ici, mais pour cet album, je me suis appuyé sur le livre de Thomas Mofolo, Tchaka, une épopée bantou. Voilà. Très bien. Magnifique. Alors là, franchement, je vais même t'avouer que ça me donne envie de lire. J'ai l'impression que je vais découvrir des choses que je ne savais pas. Vu la façon dont tu as présenté ces ouvrages, justement, j'allais te poser la question du fait que, comme c'est en Kempti, c'est naissant, donc je suppose que le public visé en priorité, c'est les jeunes, c'est les enfants, c'est ceux qui n'ont pas tout de suite, on va dire, accès ou l'envie d'aller se farcir les gros ouvrages de Cheikh Anta Diop et compagnie. Quel message tu aurais, bon, je vais commencer par cette question-là avant de revenir aux autres questions. Quel message, justement, tu aurais à adresser aux parents et aux enfants africains afro-descendants qui regarderaient ce live, justement, pour comprendre l'importance des Kempti et l'esprit dans lequel tu as conçu ces Kempti-là, parce que j'ai l'impression que c'est à destination des enfants, mais sauf que quand je t'écoute, je me dis, mais en fait, les parents aussi, parce que même moi, je suis conscientisé, je me dis, oh, ok, en fait, il faut que j'aille, parce que c'est la synthèse des œuvres de Cheikh Anta Diop, c'est extraordinaire. Tout à fait. Donc, j'aimerais justement que tu parles à ces parents et ces enfants qui nous écoutent, qui découvrent justement par ce live les Kempti, en fait, l'importance des Kempti. Voilà. Oui. En fait, tu as bien résumé. Hein. C'est vraiment la synthèse des œuvres de Cheikh Anta Diop et que j'ai voulu rendre disponible au grand public parce que j'estime et j'estime toujours que l'œuvre de Cheikh Anta Diop doit être accessible au grand public parce que c'est une œuvre fondamentale. Il s'agit donc, on ne peut pas simplement, disons que là, laisser un cercle restreint, disons élitiste, connaître son travail et que la masse continue de rester dans l'ignorance. Non. Et Cheikh Anta Diop lui-même, il a voulu, à partir de ses modestes moyens,
faire connaître son travail aux plus jeunes. Il a d'ailleurs l'Antiquité africaine par l'image. Je pense que tu vois quel genre de bouquin c'est. Il y a beaucoup d'images, il y a quelques textes, donc c'est plus destiné au grand public, notamment aux jeunes gens. Donc moi, mon rôle, en tout cas le rôle que je me suis assigné, la mission que je m'étais assignée, c'est de porter ce travail auprès du grand public. Voilà. Et surtout, en tout cas en matière d'image, hein, parce que comme nous savons tout, un Kempty, il y a le texte qui est bien sûr qui est abordable au niveau du vocabulaire, la grammaire, tout ce qu'on veut, mais l'image surtout, c'est-à-dire l'effort de reconstitution des images de notre passé, aussi bien de l'environnement, architecture et tout ça, mais aussi bien des personnages, la façon dont ils sont habillés. Je voulais représenter l'homme noir dans toute sa dignité, dans toute sa noblesse, dans toute sa majesté, de manière à ce que même un bébé qui regarde cette image-là sent peut-être inconsciemment quelque chose en lui, surtout par rapport aux images qui sont présentées habituellement de nous par par les autres et qui ne sont pas toujours valorisantes. Donc, à travers vraiment les Kempty, je voulais représenter et donner quelque chose apporter une valeur ajoutée en plus de ce que le professeur Cheikh Anta avait déjà fait. Voilà. Lui-même, il le dit, hein, je ne sais pas, est-ce que c'est dans les fondements ou en tout cas dans l'un de ses bouquins, il dit que je pense que c'est dans Afrique noire précoloniale, oui, je pense Afrique noire précoloniale, ou quand peut-on parler de la Renaissance africaine, où dit que voilà, en tout cas, après avoir présenté l'histoire africaine, il dit voilà, maintenant, on a toutes les données nécessaires pour illustrer l'histoire africaine. Voilà. On a toutes les données, l'histoire africaine peut être illustrée. Et moi, c'est ce que je fais. C'est tout simplement ce que je fais. C'est-à-dire, je suis les recommandations de l'homme. On n'a pas à réinventer la roue. Hein. C'est un peu avec comme le travail que Thomas Sankara a fait. Hein. Le gars, il a mis quelque chose, un système, une méthode efficace en place qui a permis au Burkina Faso en 4 ans de retrouver l'autosuffisance alimentaire. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on a nos prédécesseurs qui sont là, qui ont laissé des choses efficaces. À nous de mettre en action notre imagination, notre génie créatif pour justement rendre concret les programmes, les pensées, les idées qu'ils ont posées, c'est tout. On n'a pas réinventé la roue, c'est tout. Bon, maintenant, s'il y a des choses qu'ils n'ont pas pu penser à cause du laps de temps que nous a donné dans la vie, c'est là que nous, on apporte un petit plus. Et du genre, oui, on va encore interpréter le terme Kem, Kamit ou je sais pas. Bon, c'est fatigant, quoi. Mais bon, chacun son truc, on va dire. Hein. Oui, oui, oui. De toute façon, voilà, donc en fait, mon travail est destiné à tout le monde. Hein. C'est vrai que je pense au départ aux jeunes gens, aux enfants, parce que nous, à notre âge, à cette époque-là, quand on était petit ou au collège, même au lycée, on n'a pas pu rencontrer ce genre d'ouvrage. Donc aujourd'hui, on aimerait parer à ce manque-là en donnant à nos jeunes gens et au reste du monde, à notre peuple. On veut lui faire découvrir son histoire telle qu'elle est, avec bien sûr une part de notre imagination qui permet de reconstituer le passé qui a été en partie détruit par l'occupation et dont certains éléments sont dans les musées européens aujourd'hui. Voilà. En tout cas, franchement, merci, merci pour ton travail. Et c'est vraiment la preuve que la génération des Shemsou Diop, elle est très, très, très productive, très créative et elle tient justement à rester dans le respect des aînés, dans le respect du travail des aînés. Donc, les aînés ne sont pas juste nos prédécesseurs, ils ont laissé un héritage qu'on est dans l'obligation d'aller explorer, exploiter et prendre les choses qui vont servir à notre génération et laisser aussi pour les générations futures. Et c'est exactement ce que tu fais avec tes Kempty, pas tes Kempty, bon, bref. Juste 2 dernières questions avant de te laisser. Je sais que tu es un homme très, 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 très demandé. Donc,
justement, pour revenir sur l'ouvrage Kandaka, est-ce que dans cet ouvrage, parce que Kandaka, en fait, c'est un titre, Candace, puisqu'il y a plusieurs Candace. Il y a Mani Chaketo, Amani Touré, il y a toute une, comme tu as précisé tout à l'heure, il y avait toute une, on va dire, ouais, une caste, enfin, non, pas une caste, une dynastie de femmes qui ont dirigé l'empire nubien, en fait, l'empire de Kush, quoi. Donc, En ce qui, c'est bien précisé là-dedans, pour pas qu'on croit que Kandaka, c'est juste une personne. Voilà. oui, non, en fait, Kandaka, c'est une personne d'abord, hein, parce qu'il faut savoir que Kandaka, j'ai fait des recherches dessus, hein, Mais excuse-moi, mais en fait, parce je, qu'à chaque fois que je ne je t'interromps pas. termine, Je ne t'interromps oui, pas. Il faut bien préciser ma question. Il faut bien préciser ma question. Kandaka, c'est bien Candace. Enfin, ce on appelle oui, Candace. Mais oui, Amani Chaketo, écoute, c'est une Candace. Amani non, son Touré. nom c'était Kandaka, son nom c'était Kandaka Amani Chaketo. Ce Oui. n'était pas Amani Chaketo. Si Et je peux Amani Touré, terminer? c'était quoi? C'était Kandaka Amani Touré. Non, non. Ah bon? Il y a eu une Candace, il y a eu une Candace. Écoute, Ok. c'est à partir de Kandaka que son nom est devenu un titre. Ah, C'est à partir de Kandaka que son nom est devenu un titre. oh. Et ce fait est suite à son acte héroïque qu'il a rendu glorieuse et dont Hmm. les autres reines, en hommage à cet acte héroïque, ont porté son nom comme générique. Mais Ah, avant cela, son nom, ce n'était pas le nom de titre de reine. oh, C'est professeur elle, John Guillaume. Là, c'est professeur. Là, c'est professeur. Là, tu m'apprends, là. oui, mais c'est Diop dans Nation Agriculture qui le dit. Hein. C'est à partir d'elle que tous les autres vont commencer à porter son nom, sur ce nom générique en tant que titre. Hmm. Et cela, lorsqu'il y a d'ailleurs un égyptologue du Camerounais, Digi, qui va rappeler cela. Parce Ah, que oui, et il faut savoir que ce nom est devenu un titre même bien après les reines nubiennes. Parce que, par exemple, quand on prend le cas du Cameroun, chez les Bassa, Digi rappelle que ce nom, non seulement ce titre est non seulement un nom, mais est porté également comme titre. Et chez les Bassa, c'est les femmes, il y a les Kindak. C'est les Kindak qui portent ce oui. nom. Les Kindak, on va dire que, bon, aujourd'hui, on va dire, je sais plus, mais les Kindak, on va dire, c'est les Kandas, le Kandaka. Kandas, c'est le nom latinisé de Kandaka ou Kandake. Voilà, il y a plusieurs vocables comme ça. Comme Diop le rappelle si bien, on a je crois, c'est les Kenda qui ont été, c'est le titre des souverains de Gao. Hmm. Voilà, c'était le titre des premiers souverains de Gao. Hmm. Voilà, donc, mais il faut savoir, j'aimerais revenir dessus, que c'est à partir d'elle, après elle, que les autres reines vont porter son nom en tant que titre générique. Wow. Voilà, mais OK. pas avant. Avant, c'était elle seule. Hmm. Voilà, je me suis bien renseigné parce que à chaque fois que je fais un bouquin, crois-moi, Frangin, je me documente parce que j'ai Hmm. toujours la hantise de transmettre une erreur. Aussi, je Hmm. me documente le plus possible pour pouvoir transmettre quelque chose qui soit véridique, qui soit vérifiable, parce qu'il s'agit de notre histoire, pas de bricolage. Ici. OK. Voilà, OK. Dernière voilà. question avant de te libérer. Euh, Tout à l'heure, justement, sur l'ouvrage Iteru. Iteru. Oui, Voilà. Euh, Juste, bon, ce n'est pas une question en fait, c'est juste une petite précision. oui, Quand tu essaies d'expliquer que la Nubie, donc couche, okay, couche, a donné naissance à l'Égypte antique. tout à fait. Voilà. Bien sûr, nous on le sait. Nous on le sait. Quand on étudie cette civilisation, ça te saute aux yeux. Et effectivement, les Occidentaux, euh, la seule preuve qu'ils ont de cette affirmation, je crois que c'est un témoignage de grec. Il dit oui, voilà, euh, les Égyptiens sont juste une colonie de Nubiens, en fait.
Tout à Le fait. langage grec. Euh, mais, en fait, c'est juste une précision. Euh, L'Empire égyptien, il y avait 42 noms. OK? Oui, 42 noms, 42 provinces, en fait. oui, 42 Voilà. noms, c'est des domaines territoriaux, c'est des territoires, quoi. Oui, enfin bon, juste C'est des royaumes, hein, c'est des petits royaumes ou des exactement. États-cités. Exactement. Et le comptage de ces noms part du sud vers le nord. OK? Donc, Tout on à compte fait, 1, 2, tout à 3 fait. jusqu'à 42 là-bas. Ouais, mais le truc, c'est que le tout premier nom, c'est Tasséti. C'est Tasséti. Exactement. C'est la preuve même. Oui. Voilà. C'est juste cette précision-là. Je ne sais pas si tu veux revenir là-dessus, mais vraiment, c'est Non, mais en fait, non, c'est ça, hein. Et il y a même la preuve formelle dans Civilisation ou Barbarie où Cheikh Anta présente encore, je crois, un artefact ou en tout cas un objet archéologique qui a été retrouvé. C'est quoi? C'est un encensoir où il y a le dessin d'un souverain avec déjà la couronne blanche sur sa tête, le hedge, le Mhm. hedget. Voilà, donc bien avant, et avec justement le dessin du palais qui montre que ben, Poustoul. tout vient de. Sur le plan, il a été prouvé, c'est-à-dire que ce seul objet prouve effectivement que ce que les Grecs anciens disaient, c'est vrai, que Ouais, l'Égypte est une colonie de la Nubie. ouais. C'est l'encensoir de Poustoul, il me semble. Tout à fait, qui a été examiné par Bruce Williams, je crois. Mhm. C'est quand Job donne les précisions dessus, c'est ça. Donc, Mhm. depuis la Nubie, les Nubiens une colonie de Nubiens va peupler l'Égypte, apporter les premiers éléments de civilisation. Et même, et comme tu dis, ils vont descendre vers le sud aussi et apporter d'autres éléments de la civilisation. Bref, le Tassiti, c'est un centre de diffusion. Mhm. Voilà. OK. Bon, si je peux, excuse-moi, vas-y. Non, 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 si tu peux, tu peux. Mais tu Non, peux. c'était juste pour faire un peu de publicité, quoi. C'est-à-dire que C'est ce que je pour voulais toutes te les demander personnes qui sont justement pour intéressées finir. par... Est-ce que tu peux justement, bon, comme j'en profite pour bien formuler ça, pour les gens qui nous écoutent, pour ceux qui ont envie justement d'acquérir les KMT, pour ceux qui ont envie voilà, de découvrir le travail de Djibouti Biang, voilà. Alors, est-ce que tu peux indiquer les liens, les initiatives, qu'est-ce qui est prévu justement par Djibouti Biang, justement pour s'adresser à toutes ces personnes? Donc, la parole est à Oui, toi. alors, il y a Nofi, la boutique Nofi, Mhm, mon Nofi a trois boutiques, dont une à Saint-Denis, l'autre à Lyon, et puis une autre boutique en Belgique. mhm, Bon, la boutique de Saint-Denis, je crois, c'est 14 passage de l'ancienne tannerie. Sinon, il y a avec le Covid là, ou la Covid là, bon, c'est pas facile. Donc, on peut commander également par Internet. mhm, Donc, on a nofistore.com et vous avez également africavivre.com mhm, et vous avez également la librairie Présence africaine mhm. où vous pouvez trouver mes livres. Et il y a également, vous pouvez trouver Kandaka sur le site Internet de Présence africaine, donc présenceafricaine.com. Voilà, OK. Et je pense ne rien avoir oublié. Ah oui, il y a aussi essibla.com. Donc, c'est bon. En tout cas, dans toutes celles que je viens de citer, vous avez. Il n'y a pas. Et donc, alors, et sur Internet, le lien du site, est-ce qu'il y a un site Internet voilà quoi, de Djibouti Beyond, des Kenti, etc. Non, actuellement, j'avais un site, mais bon, il n'est plus fonctionnel du tout, hein, il n'est même plus en ligne. D'accord, Donc, allez sur les sites faut aller sur les sites que j'ai indiqués. Sinon, vous pouvez toujours me contacter à partir de ma page Facebook exactement. Voilà, Djibouti délivrer Graphics. ta page, Voilà. les réseaux sociaux, donner les réseaux. Voilà, les réseaux sociaux, vous tapez et puis vous tombez sur mon téléphone et vous pouvez me contacter. D'accord. Voilà. OK. En tout cas, merci vraiment pour ta participation, mon frère. Et de toute façon, on va, avec Medutic TV, on va faire d'autres initiatives où on va solliciter justement mettre en avant le travail des KMT
parce que c'est très important que la jeunesse africaine découvre ce travail magnifique pour ne pas qu'il y ait Merci. cette lourdeur qu'on a connue de découvrir ce qu'on aurait dû connaître depuis notre enfance. C'est à l'âge de 30 ans, 40 ans qu'on se met à découvrir ce qu'on aurait dû découvrir à 56 ans. Donc, vraiment, c'est très, très important. Mais merci déjà pour cette initiative, pour l'action que tu mènes avec les moyens à ton niveau. Mhm. C'est très, très bien. Il faut continuer comme ça, hein, parce que bon, euh, dans la vie, il faut se fixer des objectifs. Mhm. Il faut se fixer, je pense, un sens. Il faut donner un sens à son existence. Et je pense que bon, nous autres, pour la plupart d'entre nous, c'est à travers les lectures des œuvres de Diop Mhm. que, qu'on va dire quoi, que nous avons donné, les lectures de Diop nous ont permis de donner un sens à notre vie, nous ont rendu les idées plus claires pour savoir ce qu'on fait sur cette terre et ce qu'on doit accomplir. Tout à Donc, fait. ben, je te remercie à ton niveau, à ta manière de maintenir sa mémoire vivante et qu'on continue de l'honorer comme tous les peuples honorent les leurs, ceux et celles qui les ont permis d'avancer, Mhm. d'avoir de l'espoir dans les moments les plus difficiles. Mhm. Voilà. Je continue d'espérer. Mhm. Chemin Voilà. Motep, mon frère. Otep Kalouz. Merci beaucoup. Ensemble.